Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le salon Global Industrie ou à distance via la retransmission sur JE Channels pour cette matinée exceptionnelle consacrée à la relocalisation et plus précisément à la démarche d'achat responsable qui peut favoriser cette relocalisation. En ouverture des échanges passionnants qui vont suivre, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Jean-Luc Barras, directeur des achats du groupe Eiffage et président du Conseil national des achats, que j'invite à me rejoindre. Bonjour Monsieur Barras, et puis nous aurons le plaisir d'avoir une vidéo de Monsieur Vincent Moulin-Wright qui ne peut pas être avec nous, mais vous allez nous en dire deux mots. Et Monsieur Moulin-Wright, bien sûr, est directeur général de France Industrie. Venez me rejoindre ici, peut-être Monsieur Barras, on va passer devant, voilà. Oui, on va passer devant, ça va être comme ça plus convivial pour cette ouverture. Alors, Monsieur Moulin-Wright n'a pas pu être là avec nous, mais il nous a préparé une petite vidéo. Oui, merci. Oui, effectivement, Vincent n'est pas avec nous. Il a fait une petite capsule vidéo. Je crois qu'il voulait absolument s'exprimer sur cette initiative. Donc, si vous voulez, on peut le laisser démarrer et puis je vous dirai comment, du point de vue du Conseil national des achats, on a travaillé là-dessus et ce qu'on en attend. Voilà, alors je ne sais pas si on démarre la capsule vidéo, c'est ça ? Sylvain va lancer la capsule vidéo. Bonjour à tous. Désolé de ne pas pouvoir être présent avec vous ce matin sur un sujet où France Industrie a beaucoup travaillé avec le CNA, le cabinet PwC et les industriels concernés. Pour France Industrie, la question de la relocalisation industrielle n'est pas nouvelle. Elle naît de la désindustrialisation massive que connaît notre pays depuis 20 ans. Une spirale néfaste, freinée heureusement depuis 2015. Elle a d'abord soulevé la question de la cohésion territoriale de notre pays, les villes moyennes étant le lieu privilégié d'installation de nos usines. Puis la crise Covid a interrompu brutalement une inversion de tendance qui s'installait entre 2017 et 2019. La crise a soulevé la question de la souveraineté industrielle, au vu des carences observées en matière d'approvisionnement et des risques de vulnérabilité de nos chaînes d'approvisionnement. Elle a ainsi reposé la question des relocalisations sous un angle différent. Pour les industriels, la réponse passe par la réindustrialisation, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait davantage de sites industriels qui s'ouvrent que d'usines qui ferment dans nos territoires. Et pour cela, France Industrie travaille sur 3 leviers. Premièrement, pour freiner la fermeture de sites, il faut actionner le levier de l'investissement productif dans le parc industriel existant pour renforcer sa compétitivité, son efficacité, tant énergétique qu'écologique, moderniser ses lignes de fabrication, notamment par la digitalisation, et assurer la montée en gamme d'une offre industrielle à plus haute valeur ajoutée en intégrant davantage de services. Deuxièmement, pour amplifier la création de sites, on ne fera pas revenir de contrées lointaines des usines délocalisées depuis longtemps. Mais on peut faire éclore de nouveaux centres de production made in France en utilisant pour cela 2 autres leviers. D'abord le levier de l'innovation. Il agit à moyen terme, en accélérant les programmes de recherche dont les découvertes permettront d'implanter en France les usines de futurs leaders mondiaux répondant aux besoins émergents des Français. À plus court terme, c'est le levier de la relocalisation qui est actionné depuis 18 mois, et ce sous 2 formes. Relocaliser des usines et ou relocaliser des flux de production qui sont aujourd'hui importés. Concernant la relocalisation des usines, elle concerne en priorité des productions qui ont fait défaut pendant la crise Covid. Des médicaments ou des dispositifs médicaux, mais aussi des approvisionnements chimiques, agroalimentaires ou métallurgiques vitaux pour nos chaînes de valeur industrielle. Mais un dernier levier, peut-être le plus original, est le rapatriement de production importée. Et il nous concerne plus particulièrement ce matin. Il concerne des flux d'achat que les industriels et leurs clients décident de rediriger vers des usines françaises existantes. C'est une diversification des approvisionnements. C'est un multi-sourcing incluant donc une usine française. C'est tout le travail qui va vous être présenté dans la table ronde de ce matin.
Des entreprises représentant des filières industrielles membres de France Industrie et des acheteurs volontaires, privés ou publics, membres du Conseil national des achats, ont décidé d'expérimenter une approche révolutionnaire. Elle est basée sur le calcul du coût complet de production, intégrant la RSE et des externalités négatives non comptabilisées jusqu'alors. Le coût carbone, le coût du risque de pénurie, le coût de la non-qualité ou le coût social d'emploi qui se verrait supprimé. Avec le CNA, France Industrie partage la conviction que cette confiance s'installera par une concertation entre donneurs d'ordre et fournisseurs industriels et qu'elle fera émerger des méthodes et des outils de travail communs, notamment autour du concept de coût complet. Cette crise du Covid a fait naître une envie collective pour plus de contenu Made in France et donc pour plus de contenu plus sobre en carbone. Cette expérimentation de rapatriement de flux de production importés est une troisième voie à laquelle nous croyons. Et il faudra pour cela développer des outils pour rapprocher ce coût complet, notamment pour les PMI. Je remercie à cette occasion Thomas Courbe et les équipes de la DGE qui soutient ce programme développé depuis plus d'1 an par le CNA, France Industrie, ses fédérations industrielles avec le support méthodologique du cabinet PwC. Les premiers résultats concrets sont là. De premières commandes sont à portée de main pour nos usines françaises. Il faut maintenant amplifier ensemble ce mouvement prometteur. Voilà. Bien moi, juste pour rebondir sur et compléter peut-être avec un peu de quelques éléments d'analyse, la confiance dont parle effectivement Vincent Moulin-Wright, qui est nécessaire, l'envie qui est là aujourd'hui, de bien comprendre pourquoi ça se pose différemment. D'abord, juste un petit peu sur le Conseil national des achats, parce que contrairement à France Industrie, peut-être que vous ne connaissez pas bien, c'est une c'est l'association de référence dans le monde des achats. En France, c'est 18 000 adhérents, c'est aujourd'hui plus de 300 grandes organisations achats. C'est un maillage territorial important, hein. Il y a aujourd'hui plus de 11 régions présentes. On a d'ailleurs une région Auvergne-Rhône-Alpes et un comité de direction ici très présent. C'est beaucoup de bénévoles qui s'impliquent dans la vie de cette association, dans l'animation. Il y a plus d'une centaine de membres dirigeants dans cette association-là. Le Conseil national des achats, c'est plus de 75 ans. Et juste pour bien comprendre, il faut comprendre le rôle des achats dans ce qui s'est passé dans l'industrie au cours de ces dernières années. Donc il y a plus de 75 ans, cette association est née sur des problèmes d'approvisionnement évidemment très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui, différents dans une économie de production, et puis petit à petit ça a évolué. Après les crises pétrolières, il y a eu une vraie problématique de performance. Il fallait acheter de façon performante pour pouvoir s'en sortir. Et là, effectivement, le Conseil national des achats a beaucoup travaillé à la professionnalisation de la fonction. On a eu des profils marketing, analystes, des experts de marché qui ont pu peser là-dessus. Puis, dans les années 80, la fin des années 80, les années 90 et globalement les 20 dernières années, les achats ont été orientés pour soutenir le développement des entreprises. Et en fait, avec des objectifs simples et assez clairs, exploiter la meilleure performance financière possible, la meilleure performance économique du prix, standardiser la qualité. Voilà, il n'était plus acceptable de ne pas avoir une qualité standardisée. Ce n'était pas à n'importe quel prix. Il fallait avoir la qualité. Et évidemment, construire des supply chains suffisamment robustes pour alimenter la croissance des entreprises, où qu'elles soient, à travers le monde. Et ça a plutôt bien marché. La fonction achat est redoutablement performante. Elle a mené ce travail de façon systémique, elle a développé des outils pour ça, elle a développé des approches contractuelles, elle a su totalement s'internationaliser et elle a profité très largement de ce monde qui lui était ouvert. Évidemment, avec les éléments de l'équation, elle a travaillé les low-cost countries, elle a standardisé d'une certaine façon et amplifié, accéléré tous les effets de la mondialisation sur l'industrie que l'on connaît. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui change? Il change que depuis mars 2020, se posait sérieusement un problème de souveraineté.
Et ça, ce n'était pas très clair pour tout le monde. Ce n'était pas évident. Toutes les entreprises considéraient que le monde était dans une stabilité. On avait appris à le lire, on parlait bien d'économie VUCA, mais la réalité, c'est qu'on avait encore des modèles linéaires assez simples qu'on appliquait. Et là, d'un coup, ils se sont retrouvés plus du tout adaptés. Ça faisait déjà un moment qu'ils étaient brinque-ballon, mais là, clairement, ça ne fonctionnait plus. Et le problème de souveraineté, il se pose de façon différente. Ça dépend de l'entreprise codée, la cohérence de ses marchés de vente, son positionnement. Est-ce que c'est un problème de souveraineté nationale? Ça a une lecture, on a une lecture différente de la souveraineté. Il faut remarquer dans la souveraineté, évidemment, même si on parle de relocalisation nationale, il se pose aussi le problème de l'Europe, se pose même le problème des territoires. Mais c'est un premier élément. Et là, on a bien compris que la supply chain qu'on avait construite, elle était extrêmement fragile face à un événement mondial et que finalement, cet événement-là, même s'il était inattendu exactement en mars 2020, il n'était quand même pas si inimaginable que ça. Le monde économique, on sait bien ce qui est en train de se transformer. Il y a des pôles économiques qui se forment autour de la Chine, des États-Unis, de l'Europe. Et clairement, ne pas en tenir compte dans sa logique d'approvisionnement, ça peut poser de sérieux problèmes. Et puis enfin, on a tout aujourd'hui l'urgence de la réponse RSE et l'urgence d'agir sur le climat et de la décarbonation. Et là, c'est clair, c'est une nouvelle donnée qui rentre dans l'équation et qui n'y était pas. Soyons bien clairs, elle n'y était pas. Elle était plus ou moins prise en compte, un peu arbitrairement, et pouvait permettre de souligner, de mettre en avant quelques bons exemples, mais la systématisation de la prise en compte du carbone, des émissions carbone, n'y était pas. Et là, effectivement, c'est la nouveauté. Et si on y introduit ça, il y a plein de bonnes raisons de penser que la relocalisation a du sens. Parce que, évidemment, elle va permettre une collaboration face à l'innovation qu'on a besoin, une proximité, une souveraineté, une meilleure maîtrise qui est importante. Mais en même temps, on le sait bien, toutes ces délocalisations ont eu un prix carbone extrêmement important qu'on paye aujourd'hui. Les mix énergétiques sont très différents. Vous verrez qu'il y a pas mal d'études qui sont faites là-dessus, mais une tonne d'aluminium faite en Chine, c'est 5 fois plus d'émissions carbone qu'une tonne d'aluminium faite dans le mix énergétique français. Et vous trouverez ça dans tout l'électro-intensif, mais on retrouverait ça aussi dans beaucoup d'autres industries. Et il est évident que ça, c'est une opportunité majeure dont on va devoir tenir compte. C'est la convergence en fait de ces éléments, c'est la convergence de ces éléments qui aujourd'hui permet aux acheteurs de se dire il y a un vrai travail à faire. Pour ce travail-là, nous avons besoin de le faire effectivement en confiance avec les acteurs industriels parce qu'il y a des logiques, il y a un certain nombre de contraintes et même les acteurs politiques parce qu'il faut faciliter ça. On n'est plus habitué à revoir de l'industrie. Il y a quand même quelques accompagnements qui doivent être faits si on veut être efficace. Eh bien, c'est là-dessus qu'on s'est lancé. Et ce travail, on est très fiers de pouvoir le faire, évidemment, main dans la main avec France Industrie, avec PwC qui nous a accompagnés dans toute cette analyse. C'est important de bénéficier du soutien de la Direction générale des entreprises aussi. C'est un travail qu'on veut relayer, nous encore, et encore plus dans les régions. Il y a beaucoup de demandes. Le Conseil, ici en Rhône-Alpes, le Conseil national des achats a lancé une étude pour se rapprocher de tous les donneurs d'ordre locaux pour comprendre quelle est la problématique, ce dont ils aimeraient disposer localement ou nationalement et dont ils ne disposent pas, et quel frein il faudrait lever pour qu'ils puissent le faire. Donc on va continuer à avancer là-dessus. C'est évidemment... Quand on regarde la photo, en 5 ans, les achats ont considérablement changé le monde. Si vous prenez entre 1995 et 2000, c'est là que tout s'est accéléré et avec une constance, tout ça a évolué très très vite. Eh bien, il nous reste à mettre ça maintenant et à retransformer ça en prenant en compte les vrais éléments de l'équation, notamment toute cette partie RSE et évidemment cette partie de souveraineté. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Barras. Sous vos applaudissements pour cette ouverture. Voilà, merci beaucoup pour cette belle ouverture et nous allons enchaîner avec Monsieur Olivier Luanzi de PwC qui va vous proposer un keynote sur le plan de relance. Hop là. Bonjour à tous et à toutes. En introduction, juste après ces introductions, quelques mots pour mettre un petit peu en perspective ce qui vient d'être dit.
Vincent Moulin-Wright parlait de différentes manières de réindustrialiser la France. Il y a la modernisation de l'outil productif, il y a l'innovation, et puis il y a la relocalisation. Et dans la relocalisation, il faisait état qu'il y avait un peu la main droite et la main gauche. Il y a la main droite, c'est celle de l'offre, avec le plan France Relance, qui a aidé beaucoup d'entreprises à développer leurs capacités. Et puis il y a la main gauche, qui est celle qu'a exprimé Jean-Luc Barras, qui sont les nouvelles attentes des acheteurs par rapport à un monde qui a évolué en termes de sécurité d'approvisionnement, de responsabilité sociale et environnementale. Et on a voulu voir comment est-ce que cette main gauche et cette main droite se parlaient à travers une toute petite étude et qui démontre que finalement l'enjeu est le même, c'est-à-dire développer les capacités des industries françaises pour relocaliser. On ne relocalise pas pour relocaliser, on relocalise pour répondre à une demande et il faudrait que tout ça soit bien aligné. Alors, en termes de demande, qu'est-ce qu'attendent les acheteurs? Jean-Luc en a parlé en termes génériques. On a fait une étude avec le CNA. En fait, on a balayé 70% des importations françaises. On a d'abord fait ce qu'on appelle du data crunching. On a regardé les données d'importation et on a identifié 113 catégories qui pouvaient présenter des vulnérabilités pour 183 milliards d'euros d'importation par an. Mais les données, c'est bien, ça ne replace pas l'expertise des acheteurs. Et donc, on a fait 4 groupes de travail avec une quarantaine de directeurs d'achat de grands donneurs d'ordre français pour dire là-dedans, qu'est-ce que vous, en tant que donneur d'ordre, vous auriez envie d'avoir produit en France ou plus proche. C'était au premier semestre 2020. Et ils ont sélectionné 58 catégories pour 115 milliards d'euros d'importation. Ça, c'est la demande. C'est les responsables d'achat qui, vu le monde nouveau, si on peut s'exprimer comme ça, disent là-dessus, sur ces catégories, j'aimerais bien avoir une capacité supérieure de production française qui me permettrait d'alimenter mes usines, mes activités. Alors on va passer un petit peu parce que la présentation devait être un peu plus courte. Voilà. De l'autre côté, on a le plan France Relance avec Résilience qui a été lancé. Donc il y a 330 lauréats. Qui ont été, je vais revenir là, voilà. Ça c'est le plan France Relance avec Résilience, 330 lauréats à travers 5 filières pour 520 millions d'euros de subventions et qui, là, c'est le soutien à l'offre française pour développer les capacités. Quand on a fait le recoupement de ces deux demandes, et c'est le point, je dirais, auquel je voulais en venir avec vous, il y a 3 secteurs sur lesquels on les étude, les deux démarches recouvrent parfaitement. C'est le secteur pharmaceutique, le secteur agroalimentaire et l'électronique. Sur l'industrie, le recouvrement de nos démarches n'est pas parfait, donc on l'a mis un petit peu de côté pour faire l'étude. Quand on regarde qu'est-ce qui a été soutenu par l'État français et qu'est-ce qui est demandé par les acheteurs, en fait, on a 76% des projets soutenus par l'État français dans France Relance par Résilience qui répondent à des demandes d'acheteurs. Donc on a au moins une bonne chance, je dirais, c'est que le recouvrement entre la main droite et la main gauche, même si les deux démarches ont été faites un peu en parallèle, est assez fort. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la politique de l'offre, pour soutenir des usines dans leur augmentation de capacité, réponde bien à des demandes de donneurs d'ordre français qui ont besoin soit de sécuriser leur approvisionnement, soit d'avoir des politiques de RSE qui sont plus développées. On peut parler de carbone, mais aussi d'inclusion, de proximité. Je vous remercie et on va commencer les échanges avec quelques exemples concrets pour montrer des exemples de ce dialogue entre fournisseurs et donneurs d'ordre. Tout à fait, Olivier. Merci pour cette belle présentation. Des chiffres très intéressants sur lesquels, bien sûr, vous allez revenir au cours de cette table ronde. Alors, pour démarrer cette première table ronde, eh bien, nous allons accueillir Simon Dufeigneux de Sisley qui va nous rejoindre sur scène. Nous avons également Hervé Renaud du groupe Accor et Monsieur François Roblin de Standard Textile. Alors, je vais vous demander de vous installer ici, Monsieur. Merci. Alors, on va commencer ces illustrations par deux secteurs qui sont
je dirais, qui font partie de l'image de la France à l'international. On a l'hôtellerie d'un côté et puis la cosmétique de l'autre. Peut-être Simon, vous nous parlez un petit peu d'une démarche qui a été faite où les grands acteurs de la cosmétique ont travaillé avec une certaine catégorie de leurs fournisseurs, les fournisseurs d'emballage, de flaconnage. Et voilà, qu'est-ce que vous en retirez de cette démarche? Oui, merci Olivier. Quelques mots de contexte. La cosmétique française, c'est une industrie leader mondiale, portée par des grands noms. On connaît tous les belles marques qu'il y a derrière. Moi, je suis par exemple directeur des affaires publiques et du développement de Sisley. Et c'est leader mondial dans à peu près toute sa chaîne de valeur. C'est-à-dire que les sous-traitants sont aussi réputés pour leur excellence dans le monde entier. Et puis, on s'est réveillé un beau matin après la crise du Covid, enfin en tout cas après cette première vague et le tarissement, compte tenu de l'impact sur la distribution, le tarissement des commandes des marques avec une industrie verrière, puisque c'est bien de ça dont il s'agissait, qui est une industrie de référence avec 4 grands acteurs réunis d'ailleurs dans un pôle de compétitivité Glass Valley et qui souffraient beaucoup. Et qui ont adressé des signaux très importants de détresse et d'appel à la solidarité de l'ensemble de la filière. Ils souffraient beaucoup parce que la conjoncture était dure, mais parce qu'en vérité, ça faisait, et j'y reviendrai en 2 secondes, ça faisait 20 ans qu'ils souffraient au regard à la fois de changement de pratique, dont je pense Jean-Luc Barras a parlé, mais aussi d'un écosystème français qui s'était significativement dégradé. C'est le message que Vincent nous a adressé tout à l'heure. Et ce qu'on a fait, nous, marques, encadrés à la fois par la fédération qui est la nôtre, la FEBA, et le pôle de compétitivité Cosmetic Valley, c'est qu'on a mis en place une démarche de discussion informelle, sérieuse, pragmatique, confiante, entre cette industrie verrière et les donneurs d'ordre cosmétiques, pour voir où étaient les pain points et comment est-ce qu'on pouvait s'engager à les régler. Et je retiendrai juste 3 mots de cette démarche. La première, c'est que ça a fait émerger une solidarité. En tout cas, ça lui a donné une nouvelle forme. Cette solidarité n'était pas si évidente dans une cosmétique très allante à l'export et qui, évidemment, avait tendance à regarder sa chaîne de valeur ailleurs qu'en France ces dernières années. Deuxièmement, c'est anticipation, c'est-à-dire qu'on s'est dit que ce qui commençait chez les verriers pouvait atteindre tout l'écosystème et qu'il fallait donc prendre des décisions, que ce soit sur la prévisualisation, les stocks, les délais de paiement. Il fallait prendre des décisions rapides et importantes pour pouvoir éviter des effets en chaîne. Et initiative, et je pense que c'est peut-être ça qui est le plus original, c'est qu'on n'a pas accepté de subir le diktat d'autorités publiques ou d'acteurs politiques. On a mis en place une démarche un peu dans le registre de celle que le CNA a poussée, qui était une démarche où on a proposé un ensemble de solutions qui d'ores et déjà, après 6 mois, puisque cette déclaration date de décembre dernier, qui commencent à produire leurs effets pour les industries concernées. La question maintenant, c'est de pouvoir pousser cette logique d'écosystème plus loin et de l'aborder sur l'ensemble de la chaîne de valeur cosmétique, c'est-à-dire y compris avec les fournisseurs d'autres secteurs. Alors, une originalité sur laquelle je voudrais revenir de cette initiative, quand on travaille sur ces sujets, il y a toujours la question de comment est-ce qu'on formalise l'engagement du donneur d'ordre. Quand on est entre 2 entreprises, ça peut être une LOIHA, voire un contrat. Nous avons travaillé avec la Direction générale des entreprises sur un modèle aussi de lettre d'intention, alors qui n'est pas la même lettre d'intention que celui d'un directeur des achats, mais qui est engageante avec un volume, avec une échéance de la part d'un certain nombre de donneurs d'ordre. Vous avez utilisé un autre support qui est beaucoup plus, je dirais, léger, enfin qui est moins engageant, mais qui s'est révélé être au moins aussi efficace. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, en 2 mots, c'est une déclaration unilatérale des marques, de 13 marques suivies par d'autres, qui posent le diagnostic, identifient clairement les sujets sur lesquels les difficultés existent et sur lesquels il y a une collaboration plus confiance et plus solidaire à engager. Donc j'en ai cité quelques-uns, délai de paiement, stock, prévisualisation, engagement à
un prorata majoritaire de production française et de commandes françaises pour les marques. Et ensuite, on a mis en place, cette déclaration n'était pas co-signée par l'industrie verrière, c'était une déclaration unilatérale, une fois encore. Et ensuite, on a mis en place une structure de suivi animée par des référents donneurs d'ordre, impliquant cette fois-ci l'ensemble de la filière verrière et travaillant sur chacun de ces compartiments pour voir les objectifs concrets, mesurables, atteignables, selon quelle modalité, dans quelle temporalité. Et c'est là-dessus qu'effectivement, il y a une démarche vertueuse parce qu'elle est réciproque et elle n'est pas sous contrainte. Voilà. Et en vérité, cet élément de confiance est un point très important. Oui, c'est ce que je retiendrai de cette modalité. On y reviendra pendant toute cette heure et demie. C'est qu'il faut construire la confiance dans la durée et que la confiance ne passe pas nécessairement par une contractualisation formelle, mais c'est des relations à construire dans le cadre d'échanges réguliers entre partenaires et qui peuvent effectivement prendre cette forme de déclaration unilatérale avec aussi un cadre qui est clair, ce qui est celui des règles de la concurrence, qui est assez contraignant pour les entreprises et qu'il faut bien respecter dans ce type d'accord collectif. Une dernière question, vous avez l'intention d'élargir ce type d'accord à d'autres secteurs de vos fournisseurs ? Les enjeux que Jean-Luc Barras a rappelé tout à l'heure, que ce soit évidemment les enjeux de souveraineté et de sécurisation et les enjeux carbone de l'autre côté sont majeurs, presque plus encore pour une industrie assez haut de gamme avec un effet image et réputation fort. Le Made in France, c'est vraiment pour beaucoup dans le succès de l'industrie cosmétique. Et donc naturellement, il faut qu'on regarde et qu'on approfondisse ou en tout cas qu'on développe cette démarche vers d'autres secteurs. Traditionnellement, il y en a deux autres, même si c'est un peu résumé que de le dire, mais c'est les fournisseurs plasturgistes et les emballages cartonniers, quoi. Voilà. Et là, dans une démarche comme dans l'autre, c'est très important de pouvoir avancer assez vite. Et donc, on est sur ce sujet, en avance de phase sur une déclaration unilatérale, avec un engagement très fort qu'a pris la Fédération en mai dernier en présentant un Plastic Act qui montre dans quel sens pour le plastique, quel sujet majeur, dans quelle direction on veut aller. Et ça sera le cadre dans lequel les discussions avec l'industrie plasturgiste s'exprimera. Parfait. Merci beaucoup Simon. On passe à l'hôtellerie. Monsieur Hervé, est-ce que vous voulez nous présenter un petit peu le groupe puis la politique RSE dans les achats que vous avez, le groupe Accor ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, en préambule, je pense qu'il est important de comprendre que Accor est un groupe mondial, certes, originaire de France, c'est important, mais qu'on travaille exclusivement avec une industrie qui n'est pas délocalisable. Nos hôtels sont des acteurs locaux, sont pour la plupart d'ailleurs des PME, puisque Accor est un opérateur hôtelier, on exploite des marques et ce sont des partenaires qui exploitent les hôtels. Et donc clairement, notre politique RSE est tournée vers ses clients, vers ses propriétaires d'hôtels, pour répondre à leurs besoins sur des marchés locaux et dans lesquels ils sont économiquement très investis. Donc ça, c'est le préambule et c'est important parce que ça va donner derrière beaucoup d'explications par rapport à notre stratégie d'achat et à notre manière de la relier à nos engagements RSE du groupe. Concernant le linge, il est important pour nous, il y a plusieurs points qui sont importants pour nous. Le premier, c'est qu'on n'achète pas pour revendre. On achète pour exploiter des chambres d'hôtel. Donc on n'est absolument pas dans une démarche uniquement de prix d'achat, d'avoir le meilleur prix d'achat pour pouvoir ensuite vendre au meilleur coût en faisant la meilleure marge. On n'est pas du tout dans cette logique-là. On a besoin d'un produit qui ait une certaine durabilité, on a besoin d'un produit qui en termes de qualité soit très stable, et sur lequel on ait une vraie connaissance des origines. Pourquoi ? Parce que le monde du textile dans le monde est assez hétérogène par rapport au respect des règles environnementales. Et on se retrouve parfois avec des approvisionnements plus que douteux qui peuvent bien sûr ressurgir sur l'image d'Accor en cas de problématique. Quand on a dit ça, on regarde aussi tout le système logistique et l'approvisionnement. On en a parlé durant la crise, on a vu toutes les complexités et on les voit encore aujourd'hui d'approvisionnement. On a besoin du produit au moment où on a des clients. Si on n'a pas le produit, on ne peut pas louer nos chambres et on perd notre chiffre d'affaires. Donc forcément, on a aussi une logique de maîtriser ces approvisionnements et de le rapprocher le plus possible de nos besoins pour limiter ce risque.
Donc on est vraiment par rapport à nos achats en textile sur une logique de coût complet qui reprend la qualité, la durabilité, la maîtrise de l'approvisionnement, la maîtrise du risque environnemental et bien sûr la disponibilité pour nos clients finaux. Et dans ce contexte, donc en termes de fourniture de textiles, de draps, vous avez fait le choix du Made in France. Vous pouvez nous expliquer un petit peu la démarche. On reviendra sur la définition du Made in France. Je vois M. Roblin réagir tout de suite. Je n'oublierai pas de vous poser la question après. Oui, concernant le linge de lit, alors plus que le drap, puisqu'on y met les housses de couette et les têtes d'oreiller, on a fait effectivement le choix au niveau Europe d'un approvisionnement France et d'essayer de remonter le plus possible dans la filière, puisque la filière du textile, mais François pourra l'expliquer mieux que moi, commence dès le coton et va jusqu'au produit fini. Et en tout cas, on essaye vraiment effectivement de maîtriser nos achats made in France, de l'écru, en tout cas, jusqu'à la confection et toute la partie d'ennoblissement. Et donc, Monsieur Roblin, justement, vous avez ce partenariat avec le groupe Accor. Vous êtes le dirigeant de Standard Textile. Qu'est-ce que vous a apporté cet accord, ce partenariat avec Accor dans le développement de votre entreprise? Puis on verra les perspectives après. En fait, si vous voulez, ce partenariat qu'on a déjà depuis maintenant une quinzaine d'années, si vous voulez, nous a, nous, énormément motivés pour se réindustrialiser en Europe, notamment dans les Vosges, puisque je dirais que grâce à ça, et je dirais la vision à long terme des achats et de la démarche RSE du groupe Accor, nous, on a investi dans des usines, puisque aujourd'hui, si vous voulez, les 3 millions de pièces de linge de lit que l'on livre par an pour le groupe Accor sont entièrement ennoblis et confectionnés dans les Vosges. Donc je dirais que, si vous voulez, sachant que Accor représente à peu près 50% des capacités de production que nous avons dans les Vosges, si cette démarche ne s'inscrivait pas dans le long terme, il est clair que compte tenu de la force de ce donneur d'ordre, on n'aurait pas réinvesti dans les Vosges et on continue à le faire puisqu'on développe des nouvelles technologies en partenariat avec Accor et avec d'autres, si vous voulez, on continue à investir massivement dans les Vosges. Alors, je sais que dans la préparation de ces échanges, vous aviez réagi sur le Made in France parce qu'on utilise tous ce terme comme un terme de référence, mais en fait, ce que vous dites, c'est que pour votre métier, il y a référence et référence. Dans notre métier, c'est un vrai problème, puisque le Made in France, si vous voulez, était dicté par le Code des douanes, qui ne reprend que une étape ou deux étapes, si vous voulez, du process de fabrication. Je vais juste vous donner un exemple qui va être beaucoup plus parlant pour tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, si vous importez le fil, vous tissez en France, mais vous ennoblissez dans les pays de l'Est et confectionnez au Maghreb, vous obtenez dans mon métier le Made in France. Si vous ne tissez pas en France, mais par contre vous ennoblissez en France et vous confectionnez en France, vous allez solliciter beaucoup plus d'emplois et vous ne pouvez pas obtenir le Made in France. Donc au sein d'une association France Terre Textile, qui regroupe un certain nombre, si vous voulez, d'acteurs industriels du monde du textile, nous essayons de redéfinir ce qu'est le Made in France en essayant d'incorporer beaucoup plus d'étapes de production locales et en considérant qu'à partir du moment où 75% du produit est fabriqué localement, il pourrait obtenir le vrai Made in France. Donc ça, c'est aussi un point important, je pense, qu'on a rencontré dans plusieurs des échanges avec des acteurs économiques. C'est quel est le cahier des charges, quelle est la référence qu'on met derrière cet achat responsable. Alors en l'occurrence, là, c'est du Made in France, mais il y a un vrai sujet avec des éléments qui ne sont pas stabilisés, des lectures qui peuvent être différentes entre les différents acteurs. Alors il y a un vrai sujet dans la redéfinition du Made in France, ça c'est sûr. Et puis il y a aussi un vrai sujet sur l'aide que l'on peut attendre de nos politiques par rapport aux droits de douane et barrières douanières qui aujourd'hui dans mon métier sont une véritable catastrophe, a détruit un nombre d'emplois monstrueux puisque quand vous avez des pays comme le Bangladesh ou le Pakistan qui aujourd'hui peuvent importer des draps avec 0% de droits de douane, il est clair que vous aurez beau industrialiser, vous savez, on ne réinvente pas le drap tous les jours, d'accord ?
Une dernière question pour vous deux. Qu'est-ce qui est clé dans la relation que vous avez nouée, je veux dire, et comment, qu'est-ce que vous nous donneriez comme indice, comme piste pour qu'elle puisse, je dirais, se développer et puis aller sur d'autres secteurs ou sur d'autres acteurs? Quels sont les éléments clés de cette relation que vous avez nouée? Je pense que la première chose, c'est la confiance. Et c'est vrai dans toute relation commerciale. En réalité, s'il n'y a pas de confiance, on ne va pas très loin. La transparence, c'est-à-dire on a été très clair sur les capacités des uns et des autres, les intérêts et les objectifs. Et aujourd'hui, c'est la durabilité, puisque quand on est dans une relation fournisseur qui a plus de 15 ans, alors ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne rencontre pas Standard Textile aussi pour le remettre en question. Il y a toute la relation du quotidien qui existe, bien sûr, mais il y a un fil directeur dans notre relation qui nous permet de se dire, on travaille pour aujourd'hui, mais on est aussi dans la réflexion de demain. Je vais reprendre les mêmes éléments que Hervé Renaud, c'est confiance, transparence. Je dirais que nous, on n'aurait pas réinvesti clairement dans les Vosges si on ne considérait pas, même si ce n'est pas inscrit dans le marbre, que cette démarche vertueuse allait se prolonger dans le temps. Et puis secondo, c'est toujours nous d'essayer de répondre, je dirais, à l'évolution de ce marché de l'hôtellerie qui demande de plus en plus d'agilité, de réactivité dans des circuits relativement courts et qui demande de plus en plus aussi, même si on ne réinvente pas le drap tous les jours, de l'innovation dans les concepts de bedding, dans les concepts de linge de salle de bain. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Simon, vous voulez rajouter un mot? Non, simplement pour... Ça doit marcher. Simplement pour rebondir sur ce que François Roblin vient de dire et reprendre ton propos de tout à l'heure. Tu parlais de main droite, main gauche. La main droite, c'est tout ce qu'on fait nous dans une relation fournisseur-donneur d'ordre. La main gauche, c'est les pouvoirs publics quand même. Et les pouvoirs publics, vous avez évoqué la question commerciale, la réciprocité que, au niveau du marché intérieur, on attend que les Européens imposent vis-à-vis de leurs grands concurrents, qui sont nos grands concurrents. Et puis au plan français, deux mots, compétitivité et normes. Et ça, il faut quand même là aussi que l'effort soit poursuivi, même s'il a été bien engagé depuis 2 ans, mais qu'il soit poursuivi significativement, parce que la France est encore très loin de la moyenne des pays de l'Union européenne. Merci beaucoup pour ces témoignages. Je vous propose d'applaudir peut-être les intervenants. Eh bien, merci à tous les trois. Et nous allons enchaîner avec une deuxième table ronde, toujours sur ces achats. Et nous allons accueillir M. Gildas Barrère de Sequence qui nous rejoint. M. Claude Bourget de Lacroix, qui va venir s'installer avec nous également. M. Vincent Hureau de Pierre Fabre. Et Pierre-Baptiste Madens de Ledger. Voilà, je vous laisse vous installer, prendre place. Et nous allons continuer à nous intéresser à la mobilisation des filières pour cette deuxième table ronde. C'est mieux d'enlever les masques. Merci d'enlever vos masques. On a gardé les petites distances de sécurité. Et Olivier, je vous laisse la parole. Alors, dans cette deuxième table ronde, l'idée, c'est de faire intervenir 2 filières qui ont un peu défrayé la chronique pendant cette crise, qui sont la partie pharmacie et la partie électronique, pour illustrer comment, à travers la crise ou avant la crise même, un certain nombre de démarches de relocalisation pour sécuriser les approvisionnements se sont mis en place. Alors, je vais commencer par la partie pharmacie et puis chimie. Il se trouve que les 2 secteurs qui sont représentés, les labos pharmaceutiques et puis la chimie fine qui alimente ces laboratoires de molécules actives notamment, ont fait un certain nombre d'études. Peut-être, Vincent, nous présenter celle au nom du G5, de G5 Pharma Santé, qui est l'association des laboratoires pharmaceutiques français. Quelle a été votre démarche de réflexion après la crise, pendant la crise ? Oui, Olivier. Donc, on a fait une étude au nom du G5 Santé. Donc, rapidement, le G5 Santé, c'est, comme son nom ne l'indique pas, une association qui regroupe les 8 plus grands laboratoires français de l'industrie pharmaceutique. Et donc, on a été confronté, évidemment, au moment de la crise, à des problèmes d'approvisionnement, de mise à disposition de nos médicaments. Et on s'est fait la réflexion de la sécurisation, mais aussi de la souveraineté.
Alors, d'un point de vue méthodologique, je vais passer très vite puisque on s'est fait aider par Price avec l'input de la première étude qui avait été fait multisectorielle avec le CNA. Donc, pas de grande nouveauté sur le sujet, si ce n'est vraiment une analyse de toute la chaîne de valeur. Ne pas se contenter sur ce que l'on fait nous comme donneur d'ordre, mais bien intégrer l'intégralité de la chaîne. Et puis faire un premier bilan de ce que pourrait être la main gauche et la main droite, c'est-à-dire recouper l'offre et la demande. Je vais me centrer plutôt sur les spécificités du secteur pharma. Donc globalement aujourd'hui en France, nous dépendons à 46% de l'extérieur, c'est-à-dire 46% de notre chaîne de valeur, d'un médicament que vous pouvez avoir dans la main ou que le patient a, 46% vient de l'extérieur. Et comme on l'a dit dans toutes les interventions précédentes, ce chiffre a été croissant de façon drastique dans les années passées. Alors ce qu'on a fait, c'est on s'est dit en tant que donneur d'ordre, voyons ce dont nous avons besoin. De quoi avons-nous besoin demain pour avoir une chaîne de valeur qui soit beaucoup plus centrée sur la France ou au moins l'Europe. Donc on a découpé nos besoins, on a mis ensemble nos achats, c'est assez simple à faire. On a regardé ce dont on avait besoin et d'où cela venait, avec 2 risques identifiés. Le premier, c'est la dépendance géographique lointaine. Bon, je vais le citer, je reviendrai sur le secteur chimie, donc c'est surtout l'Inde, la Chine qui ont pris ces dernières années, comme l'a très bien expliqué M. Barras tout à l'heure, une grosse part de la production mondiale. Et l'autre risque, c'est quand tous convergeons vers une source unique. On parle donc de multi-sourcing d'un côté et de dépendance géographique de l'autre. Et en regardant tous ces chiffres, on a fait parler les chiffres aussi, on a fait une simulation de ce que serait une sécurisation de cette chaîne d'approvisionnement, encore une fois, pour les médicaments stratégiques, ce qu'on appelle les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur pour l'ensemble du G5, et donc sur un volume d'achat d'un peu plus de 500 millions d'euros annuels. Encore une fois, c'est un échantillon représentatif de ce qu'on fait, c'est loin de tout couvrir, mais c'est suffisamment représentatif pour comprendre les leviers dont nous aurions besoin, encore une fois, pour sécuriser cette chaîne. Donc, je vais vous donner quelques chiffres. On a besoin d'investir, on a besoin de recréer de la capacité de production. On peut aussi utiliser de la capacité de production existante pour d'autres secteurs et la rendre pharma compatible. Il y a des secteurs d'activité où nous sommes très très proches. On a parlé de la cosmétique tout à l'heure, la chimie évidemment, l'agroalimentaire. Donc là, il y a de la capacité qui n'est pas forcément utilisée et que l'on pourrait utiliser au profit de l'industrie pharmaceutique. Et enfin, évidemment, l'innovation qui reste toujours un fer de lance important pour localiser et sécuriser nos mises à disposition de médicaments pour nos patients de demain. Et en fait, en investissant 1 milliard d'euros, on générerait 240 millions de valeur ajoutée. On générait 1700 emplois, on générait de l'impôt sur les sociétés, c'est important aussi, 58 millions. Donc on a un plan de 3 à 10 ans, selon la complexité technologique, de rapatrier encore une fois des éléments clés de la chaîne de valeur. J'insiste toujours là-dessus, même si Olivier l'a très bien dit dans l'aspect méthodologique. On parle bien d'une supply chain, donc dès qu'un maillon de la chaîne est faible, par définition, c'est toute la chaîne qui est faible. Donc parfois, ce sont effectivement de la chimie fine, parfois c'est de la mise en boîte de médicaments. Ça peut être encore une fois des activités très diverses, mais encore une fois, tout secteur confondu, il faut aller piocher là où c'est le plus fondamental. Alors, la deuxième particularité, et je vais terminer là-dessus, de l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie réglementée, en particulier sur le secteur en France. Donc, ce rapatriement d'activité, s'il est parti, c'est pas pour rien, c'était pour avoir une meilleure performance économique. Donc, le rapatrier, ça a un coût. Alors, on estime que selon les secteurs, que l'on parle soit d'oncologie, de cardio, etc., le surcoût, là on ne parle pas de CAPEX, mais on parle bien d'OPEX, de ces approvisionnements resécurisés, serait entre 3 et 30%. Donc ça s'accompagne d'un besoin absolument fondamental d'une régulation des prix qui ne soit pas systématiquement la variable d'ajustement du secteur de la santé. On sait qu'aujourd'hui, en France, on a un système de couverture sociale qui est envié de tous. Par contre, ce système, il a conduit à avoir un prix des médicaments qui n'est plus compatible avec cette sécurisation de la chaîne de valeur et qui n'est pas compatible avec les investissements que nous devons faire. Je donnerai peut-être tout à l'heure quelques exemples. Je pense que le message là est important. C'est-à-dire un secteur peut s'organiser collectivement pour regarder sa chaîne d'approvisionnement et repérer les points qui sont susceptibles d'être relocalisés pour le sécuriser. Mais la sécurité ou l'environnement a un coût.
et il faut d'une manière ou d'une autre arriver à le refléter dans le prix, y compris quand c'est des marchés qui sont régulés par la puissance publique. Gildas, vous avez aussi du côté de la chimie fine fait une étude complémentaire, conduit une étude complémentaire. Je vous laisse nous en parler. Oui, bonjour à tous. Alors, on représente au sein du SICOS Biochimie et dans la société à laquelle j'appartiens, Sequence, l'amont de la chaîne de valeur, c'est-à-dire les producteurs des principes actifs et des intermédiaires de synthèse qui sont les substances essentielles du médicament. En fait, on rajoute à ces substances actives des excipients qui sont ensuite transformés en médicaments et distribués en officine. Aujourd'hui, c'est bien sur le principe actif qu'est concentrée la majeure partie des problèmes et la dépendance dont a parlé Vincent Hureau à l'instant. L'étude qu'on a commandée à PwC avait 3 thèmes. Le premier, c'est de segmenter les principes actifs en fonction de leurs caractéristiques sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, côté G5, ils ont analysé ce qu'on appelle les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, donc les principes actifs qui sont critiques, qui peuvent sauver des vies ou qui sont absolument essentiels pour nos populations. Nous, ce qu'on a regardé, c'est à partir de ces principes actifs d'intérêt thérapeutique majeur, quelles sont les chaînes de valeur et où sont les vulnérabilités. Donc, on en a trouvé 5 segments. Ceux pour qui les vulnérabilités étaient une concentration de la production dans certaines localités du monde, potentiellement avec des risques géopolitiques majeurs. D'autres où le principe actif a quitté l'Europe pour des normes environnementales, donc c'est essentiellement sur des activités de production polluantes, et où une production en Europe nécessiterait de traiter les déchets avec un coût très important qui n'est pas absorbable sur la chaîne de valeur, d'autant plus que les Indiens ou les Chinois n'ont pas les mêmes normes environnementales que les Européens, et vous le savez bien. On a regardé les principes actifs avec une très faible valeur ajoutée, avec un prix très faible dont a parlé Vincent Hureau à l'instant, et qui donc bénéficient d'effets d'échelle considérables en Asie, avec une difficulté du fait des coûts de main-d'œuvre, des coûts d'investissement plus importants en Europe, d'avoir des taux de rentabilité suffisants. Donc cette segmentation de l'ensemble des principes actifs a permis dans le cadre de cette étude de proposer des mesures des pouvoirs publics pour inciter à la relocalisation. On a parlé du rôle des laboratoires pharmaceutiques pour changer leur stratégie d'achat, c'est-à-dire concrètement prendre en compte les coûts cachés du non-respect environnemental et de la non-sécurité d'approvisionnement dans leur prix d'approvisionnement complet. Donc les laboratoires pharmaceutiques ont un rôle à jouer, mais les pouvoirs publics aussi ont un rôle à jouer. Ce sont bien les pouvoirs publics qui imposent, et c'est bien normal, des normes environnementales aux producteurs européens. C'est aux pouvoirs publics de faire en sorte que ne rentrent pas en Europe des produits qui sont faits et qui ne respectent pas ces normes environnementales. On parle beaucoup de la taxe frontière CO2 sur les principes actifs. Ce n'est pas adapté puisque les principes actifs sont des volumes tellement faibles. On a parlé de chimie fine que le CO2 n'est pas un sujet. Enfin, il y a très très peu d'émissions de CO2. En revanche, les impacts environnementaux sur l'eau, sur la qualité de l'air en local et sur la sécurité des employés, clairement, ça, c'est insuffisamment pris en compte. Et là, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. On a également proposé des soutiens à cette relocalisation dont il a été question, en misant là sur l'innovation. Concrètement, on peut moins polluer en innovant dans les procédés de synthèse. Et là, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour accélérer ces investissements qui, dans un contexte de marge très réduite, ne se déclenchent pas tout seuls. Très bien. On peut témoigner dans ces 2 secteurs que ce soit les labos ou bien que la chimie fine, qu'il y a une volonté d'investir en France. Encore une fois, il n'y a pas de frein là-dessus, à condition que la demande soit là et soit structurée, notamment pour prendre en compte ce coût de la sécurité, ce coût de l'environnement, et de ne pas le laisser dans des coûts cachés qu'on ne retrouve pas dans les transactions. Est-ce que vous pourriez chacun, en une minute, illustrer un projet de votre entreprise qui rentre dans ce cadre-là et qui illustrerait un petit peu cette démarche? On commence peut-être par... voilà. Alors, nous, on a un projet tout à fait d'actualité. Alors, si vous tapez Sequence sur Internet, vous allez voir que le Premier ministre est venu suivre l'avancée de notre projet de relocalisation de paracétamol, donc sur la plateforme de Roussillon en France, là où il a été délocalisé en 2008, puisque les usines sont parties en Chine et en Inde, là où les normes environnementales, les coûts de main-d'œuvre et les coûts de production en général étaient bien inférieurs aux conditions de production en Europe. Donc ce projet de paracétamol, il est emblématique à plus d'un titre. D'abord, tout le monde connaît le paracétamol. Cette molécule a été en très grande difficulté pendant la crise puisque l'Inde a fermé ses frontières et a interdit l'exportation de paracétamol pour privilégier sa population interne.
Donc tous les principes actifs d'Inde, et en particulier le paracétamol, étaient circonscrits à l'Inde, et l'Europe est intervenue au plus haut niveau pour libérer quelques kilos de principes actifs à destination des patients européens. Donc déjà, molécule emblématique. Et ensuite, le projet de relocalisation coche absolument toutes les cases. La première, c'est celle dont on a parlé avec le G5, un engagement long terme des acheteurs, de nos clients, sur ce projet, sur la relocalisation. Concrètement, on a eu un engagement de plus de 10 ans de Sanofi et d'UPSA pour prendre des volumes sur cette nouvelle unité et donc intégrer la pertinence d'un approvisionnement local et respectueux de l'environnement. La deuxième chose qui est également absolument nécessaire, c'est qu'on a été capable d'innover sur le procédé de production. Donc ça faisait peut-être 40 ans, 50 ans qu'on n'avait pas innové sur ce procédé de production. Donc on a remis des chercheurs au travail pour trouver un nouveau procédé de production. Et concrètement, ils ont réussi, après un an de travail, à en trouver un qui émet 5 à 10 fois moins d'émissions dans l'air, dans les sols et dans l'eau, et qui est compétitif par rapport aux procédés anciens mis en œuvre en Inde et en Chine. Donc on est capable de relocaliser de manière compétitive en misant sur l'innovation. Et enfin, le troisième élément, c'est que l'État a partagé les risques avec nous, industriels, en finançant une partie de cette installation, ce qui a permis évidemment de pallier la contrainte de coût, un coût d'investissement très important, puisqu'on parle de 100 millions d'euros sur un marché très mature. Sans le soutien de l'État au CAPEX, c'est complètement impossible. Vincent, un projet. Je peux donner deux exemples, un ou deux exemples qui sont complémentaires de ce que vient de dire Gildas. Alors là, on n'est pas sur le gros paracétamol, mais sur des maladies qui sont plus soit orphelines, soit niches, c'est-à-dire avec peu de patients. On a par exemple dans notre département oncologie innovative un anticancéreux que Pierre Fabre a acquis par licence, c'est-à-dire qui n'est pas sorti de notre centre de recherche. Pierre Fabre a la particularité depuis toujours, depuis la création du groupe dans les années 60, de miser sur la naturalité et le Made in France. Le Made in France pour Pierre Fabre, c'est une clé que nous renforçons comme pilier dans le cadre du développement du groupe. Donc on a déjà la chance d'avoir une structure industrielle France qui est assez complète et qui est surtout intégrée. Donc la particularité de l'exemple que je prends, c'est qu'en fait on est à la fois donneur d'ordre mais aussi fournisseur. C'est-à-dire qu'en fait, cette nouvelle molécule qui est encore une fois acquise à l'extérieur, donc acquise avec sa chaîne d'approvisionnement établie, nous allons la doubler, c'est-à-dire nous allons la sécuriser pour avoir un double sourcing. Et cette sécurisation passe par des investissements internes, c'est-à-dire qu'on va relocaliser, entre autres en France, mais surtout dans nos usines, à la fois dans nos usines chimiques, mais aussi dans nos usines de production de médicaments, cette thérapie. C'est accompagné par le plan de relance, c'est un investissement d'environ 5 millions d'euros au total et une partie coche les cases du plan de relance et donc on va pouvoir encore une fois à la fois favoriser le Made in France, sécuriser la chaîne d'approvisionnement doublement je dirais puisque proximité de la production mais aussi double sourcing. Et l'autre exemple que je peux prendre qui est peut-être plus ancien, on va dire, ça concerne le sevrage tabagique. Alors le sevrage tabagique, c'est une thérapie qui se traite notamment avec des sucres cuits. Alors sucres cuits, ça c'est des bonbons en fait, des bonbons dans lesquels on met un petit peu de nicotine. Simplement, ces bonbons ont évidemment un statut pharmaceutique par rapport à leur production et à leur dosage. Et là, la même chose, nous avons l'opportunité d'avoir un marché américain en complément du marché français. Et là, grâce au plan de relance, nous allons doubler la capacité de production et comme l'a dit Gildas, la rendre beaucoup plus moderne, passer d'une méthode un peu confiserie, puisqu'il s'agit de bonbons, à une méthode purement industrielle et continue. Et donc ça se fait encore une fois grâce au plan de relance. Mais là, encore une fois, j'insiste, ces deux projets, quand on les regarde avec un petit peu de recul, sont tenables et sont pérennes uniquement parce qu'on alimente des marchés étrangers. Si ces projets étaient uniquement tenus par la demande française, malheureusement, là encore, la politique de prix, que ce soit sur un médicament innovant, anticancéreux ou un médicament un peu plus classique comme un sucre cuit de sevrage tabagique, nous sommes confrontés à la politique de prix français qui fait que ces investissements-là ne seraient pas tenables, encore une fois, si on les affectait seulement à des volumes français. Donc là, on a encore beaucoup de travail. Encore une fois, la main gauche est OK d'un point de vue aide à la relance, aide à la capacité de production. Par contre, le plafond du prix reste un sujet sur lequel on doit encore faire beaucoup de progrès. Merci pour ces témoignages. On va passer sur l'électronique.
Peut-être commencer par expliquer donc Ledger, c'est qui, comment ça, l'histoire, enfin peut-être pas l'histoire, mais quelle est votre démarche, vous présentez et comment vous en êtes arrivé à relocaliser une production de cartes électroniques de Chine en France auprès du groupe Lacroix. Bonjour à tous. Donc alors Ledger donc est on appelle une scale-up française, une start-up qui a beaucoup grossi. Nous avons une entreprise française, le siège est à Paris, et nous avons une usine d'assemblage à Vierzon, dans le Cher, dans le centre de la France. Comment est né Ledger? En fait, Ledger est une réunion de 3 anciennes entreprises de visionnaires du monde de la blockchain et de la crypto-monnaie. Et leur mission était d'adapter la technologie de la carte à puce, qui est une technologie française, à l'utilisation d'applications sécurisées par la blockchain. Et c'est ainsi que sont nés les premiers produits de Ledger, qui sont ce qu'on appelle des hardware wallets, des portefeuilles numériques, qui servent aujourd'hui à stocker tout ce qui est crypto-monnaie, un peu comme votre carte bancaire et votre banque aujourd'hui sécurise vos euros. Donc jusque-là, notre production était essentiellement faite en Asie et en Chine. Et aujourd'hui, nous avons un partenariat donc avec Lacroix pour produire une partie de nos cartes électroniques. La raison principale, c'est la protection de notre innovation. En fait, il faut savoir que dans nos produits, nous avons des composants cryptographiques qui, pour certains gouvernements en Asie, sont problématiques car ils demandent un droit de regard sur ce qu'on va mettre dans ces composants cryptographiques. Et par conséquent, si on veut produire certains de nos produits dans certains pays d'Asie, le gouvernement nous demande un droit de regard sur notre code source, qui est notre propriété, là où on a le plus de brevets, et par conséquent, ça nous pose quelques soucis. Et c'est la raison principale pour laquelle nous devons relocaliser notre production en Europe et en France. Et la deuxième raison, c'est que nous avons dû être super réactifs par rapport à notre demande client qui a fortement augmenté, et Lacroix est en capacité de nous répondre en coût, en délai et en volume sur notre demande. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons un partenariat avec eux. Alors, juste pour reprendre ce témoignage, la clé de la protection de l'innovation et de la rapidité du cycle de l'innovation que vous illustrez là très bien, on l'a rencontré plusieurs fois. C'est un des leviers de la relocalisation, assez clairement. Du côté de Lacroix, comme ça a été évoqué par Pierre Fabre ou par Sequans, quand on relocalise, il faut aussi réinventer le process. Donc pour répondre à cette demande de relocalisation tout en étant compétitif, vous avez développé un nouvel outil industriel. Oui, absolument. Donc là, aujourd'hui, je représente l'activité électronique de Lacroix Group. Lacroix Group qui a 3 activités. Et dans cette activité de sous-traitance électronique, on a subi depuis 20-25 ans les coups de boutoir de la délocalisation vers l'Asie du Sud-Est, dans les pays low cost. Et ce que nous avons constaté, c'est plus récemment, et c'était évoqué en introduction, effectivement, dans le comportement des donneurs d'ordre, des équipes achats, la prise en compte de cette notion coût complet de façon un peu plus concrète, et en particulier l'intégration de ces préoccupations RSE et tout spécifiquement de la réduction de l'empreinte carbone, qui devient un critère qui a expliqué ces derniers mois que de nombreux clients et prospects nous sollicitent de nouveau pour envisager de relocaliser leur production en France parce qu'ils intègrent effectivement dans leur équation de compétitivité ce critère. Donc nous, ça explique et ça donne complètement le sens au projet que nous avons engagé il y a maintenant 3-4 ans et qui est en train de se concrétiser. Nous avons lancé la construction d'une nouvelle usine dans le modèle industrie du futur. Nous sommes labellisés vitrine de l'industrie du futur en France. Donc une nouvelle usine d'électronique. Je crois que c'est la première usine de ce type construite depuis 20 ou 25 ans dans le monde de la sous-traitance électronique. Et cet investissement, il s'est appuyé, comme évoqué dans cette introduction aujourd'hui, sur l'innovation, avec 3 piliers d'innovation. Une innovation industrielle, parce que nos clients ont besoin de compétitivité, qui s'appuie sur une combinaison de digitalisation, d'automatisation et de lean manufacturing pour proposer des solutions compétitives. Mais aussi, pour répondre à cette demande en termes RSE, cette innovation durable
et responsable, avec une usine qui a été conçue dans un souci de performance énergétique, d'intelligence environnementale et de très forte réduction de l'empreinte carbone. Et avec cette nouvelle usine, on répond complètement à ce nouveau cahier des charges. La troisième dimension de l'innovation que nous avons voulu développer dans cette usine, c'est l'innovation sociale. On a vraiment voulu positionner l'humain au cœur de cette usine parce que la digitalisation, pour prendre cet exemple, elle modifie considérablement les usages dans l'entreprise, dans les unités de fabrication. Et nous, on pense qu'il faut parier justement sur les jeunes. La filière électronique crée de l'emploi. Et au travers d'un certain nombre de nouveaux postes, de nouvelles fonctions ou d'évolution des métiers existants, on parie sur l'avenir et on parie sur l'engagement des jeunes parce qu'on fait vraiment des propositions intéressantes qui répondent à leurs aspirations. On a vraiment voulu créer ce projet et le centrer sur l'humain parce que notre raisonnement était de dire, c'est une unité de production, mais c'est aussi un centre de vie et on doit organiser la qualité de vie au travail et donner du sens à tous ceux qui vont nous rejoindre dans cette nouvelle usine. Donc, ces 3 critères d'innovation font qu'aujourd'hui, le fameux TCO, le coût complet, on est en mesure d'apporter une réponse appropriée à ces nouvelles demandes des acheteurs en face de nous. Ça a pris un peu de temps, hein, moi qui suis dans cette industrie depuis pas mal d'années. Le coût complet, le TCO, on en parle depuis longtemps. Il faut reconnaître que depuis quelques semestres, quelques années, c'est devenu beaucoup plus concret. Et il est vrai que la crise Covid que nous vivons depuis 18 mois a joué sans doute un rôle de catalyseur et d'accélérateur de la prise de conscience qu'un certain nombre de flux étaient un peu extravagants quand on veut finalement prendre en compte l'ensemble de l'équation et en particulier l'équation environnementale. Ouais. On a compris ce que ça apportait à Ledger, on a compris que comme sécurisation d'approvisionnement par rapport à un risque d'aller, je dirais, divulguer vos codes sources, ce qui est quand même pas la moindre des risques, De votre côté, développer votre activité. Entre vous deux, si vous aviez un message à passer, qu'est-ce que dans votre partenariat apporte dans votre relation? Quelle est la chose essentielle que ça vous donne comme avantage vis-à-vis des restes des acteurs? Pierre-Baptiste l'évoquait en termes de réactivité. Il est clair que le fonctionnement que nous avons pu avoir avec Ledger en proximité, ça a facilité un certain nombre d'échanges qui ont permis d'optimiser beaucoup plus vite l'industrialisation du produit. On sait tous que 80% du coût d'un produit, il est figé à son design. Donc le fait de pouvoir intervenir très en amont pour contribuer, c'est notre rôle, à l'optimisation industrielle du produit, on crée les conditions de façon très réactive, à la fois de la compétitivité pour notre client, mais aussi on facilite le time to market parce que c'est souvent dans des domaines comme le domaine de Ledger, un élément clé que d'arriver au bon moment sur le marché. Pierre-Baptiste, en un mot, vous confirmez? Oui, absolument, ouais. Je partage ce que vient de dire Claude. Ouais. Il y a aussi les problématiques de logistique avec ce qu'on connaît aujourd'hui sur les coûts logistiques avec la crise du Covid qui ont littéralement explosé. Clairement, avoir de la proximité avec un acteur comme Lacroix, c'est un vrai avantage pour nous. Ouais. Messieurs, je vous remercie de ces témoignages. Pour continuer un petit peu cette... merci beaucoup. Peut-être applaudir les intervenants. Merci beaucoup. Et nous allons enchaîner avec 3 vidéos maintenant qui vont montrer l'engagement des donneurs d'ordre. Nous allons retrouver Karine Alquier-Caro, qui est directrice des achats chez Legrand, Bruno Carrière, qui est directeur général d'Uniachat, et Angélique Ostermann, qui est directrice des achats du groupe Collin. Et ces 3 acheteurs nous ont réservé une petite surprise vidéo que nous regardons ensemble. Bonjour à tous, Angélique Ostermann. Je suis en charge des achats d'ingrédients et d'emballages au sein d'une société agroalimentaire, le groupe Collin. Mais je suis également présidente du CNA Grand Est. Le recyclage et l'utilisation de matériaux recyclés sont dans nos objectifs achats depuis plusieurs années. En tant qu'industriels, nous avons des devoirs et des obligations de mettre en œuvre des moyens pour que nos contenants et nos emballages répondent aux exigences de la norme en vigueur, mais également aux attentes des consommateurs pour faciliter la chaîne de tri et de recyclage.
La fonction achat est primordiale dans cette mise en place. Nous devons penser B2C et non B2B. Le consommateur et le recyclage sont au cœur de nos développements et de nos innovations. Cela nous permettra de mieux définir un cahier des charges. En industrie agroalimentaire, nous devons avoir des obligations de conserver le produit dans des conditions optimales sur une période la plus longue. Nos enjeux sont de trouver des emballages recyclables ou recyclés permettant d'y répondre. Cette étude que nous sommes en train de mener nous permettra de mettre en évidence nos besoins en tant que donneurs d'ordre, mais également de mieux comprendre nos partenaires qui sont nos fournisseurs, les collecteurs et les transformateurs. Merci à tous. Bonjour, achat responsable et achat public, c'est une vieille histoire qui date du siècle dernier puisque il y a quelques années, nous avions déjà des règles qui s'appelaient à l'époque les clauses de mieux-disant social pour effectivement intégrer des effets économiques sur l'emploi principalement ou l'insertion professionnelle dans des gros marchés publics. C'est ainsi que le Stade de France, quand on a défini sa construction, son exploitation, a été attribué à un groupe de BTP qui prévoyait un volet d'insertion professionnelle et de développement de l'emploi à l'occasion de cette construction et de cette exploitation. Ça renvoie également à des débats politiques un peu durs, parfois très marqués, très tranchés, puisque dans l'esprit des décideurs politiques, il s'agit principalement de faire en sorte que les contributions économiques sous forme d'impôts ou de cotisations sociales bénéficient aux entreprises ou aux particuliers, aux ménages, qui les assurent sur un territoire donné. Ainsi, dans des commissions d'appel d'offres qui associent des collectivités locales, vous avez des élus rencontrés, vécus, qui vous expliquent qu'on doit attribuer ce marché de peinture et de rénovation à telle entreprise parce qu'elle est domiciliée dans la commune de l'élu. En d'autres endroits, on pourrait parler de clientélisme. La nouveauté, c'est que le droit européen est venu mettre un peu d'ordre dans tout cela au début des années 2000, puisque le Code des marchés publics, le droit de la commande publique, est assujetti à une réglementation européenne. Et cette réglementation européenne préserve et réserve un égal accès à tous les marchés publics dans tous les pays de l'Union européenne, au sein de l'espace économique, quelle que soit l'origine de ces entreprises. Donc préférer une entreprise parce qu'elle est française au détriment d'une autre entreprise européenne sur un appel d'offres est strictement interdit et sera sanctionné par le juge. Pour autant, il y a un certain nombre de modalités, de thématiques ou d'initiatives qui permettent effectivement de reprendre ces éléments. Alors au début, comme je vous l'ai expliqué, on parlait principalement de développement économique, donc de soutien aux entreprises du territoire, ou bien encore d'insertion professionnelle. C'est le cas notamment dans les chantiers de bâtiments, où on fait des chantiers d'insertion. Mais depuis les années 2000, on a aussi vu apparaître l'impact du développement durable et les dernières expressions réglementaires, cette fois-ci inscrites dans la loi, relèvent soit de la loi Egalim sur l'alimentation, le déchet, le produire local, le bio, la proximité de la production entre le producteur et le consommateur, et puis la loi climat qui a été promulguée il y a quelques jours qui prévoit effectivement un certain nombre de modalités. Comment faire en sorte pour qu'on puisse à la fois conjuguer les intérêts de l'acheteur, qui lui a des objectifs qui lui sont assignés par l'autorité publique. Alors ça peut être par exemple diminuer les dépenses publiques, ce qui a été le cas dans les hôpitaux pendant plusieurs mois. L'intérêt des établissements pour lesquels il travaille, et on va le voir avec la Covid-19, on a été confronté à des situations qui étaient quand même très compliquées à gérer. Et puis enfin, la prise en compte de cette réalité économique, de cette prise en compte de cette nécessité d'avoir à disposition des entreprises qui répondent à ces objectifs. Tout ceci ne résulte qu'en fin de compte que du signal politique que les gouvernements veulent donner aux achats publics. Si demain, effectivement, comme on nous l'annonce, on revient à la fin du quoi qu'il en coûte, on pourrait effectivement revenir à des achats publics qui sont principalement conduits, pilotés sur la baisse des coûts d'acquisition des produits. Et à ce moment-là, on se détournerait effectivement, comme on l'a fait après l'épisode du SRAS il y a plus de 10 ans, des achats responsables, de l'attention portée à l'existence d'un tissu industriel. Ce sont à chaque fois des arbitrages assez délicats, mais la responsabilité en appartient avant tout au pouvoir public qui fixe le cap, qui fixe un horizon, comme dans une entreprise. La direction de cette entreprise fixe un cap et un horizon aux acheteurs. Je vous en remercie. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt, je l'espère. Bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir invité à témoigner lors du Salon Global Industrie au sujet de la sécurisation des composants électroniques, sujet au cœur des préoccupations des directions des achats de la plupart des groupes industriels français et internationaux.
Les fabricants annoncent maintenant une résorption potentielle des difficultés sur le deuxième semestre 2022 pour les composants digitaux, mais pas avant 2023 pour les composants de puissance. Quel plan d'action mettre en place au sein des groupes industriels pour faire face à cette situation? À partir de notre expérience au sein d'un groupe industriel tel que Legrand, je formulerai les préconisations principales suivantes qui ne sont certainement pas exhaustives. En premier lieu, organiser des points de communication et d'échange en interne et en externe très réguliers pour comprendre la situation, son évolution, analyser les ruptures potentielles à court ou plus moyen terme et adapter le plan d'action en permanence. En interne, cette crise nous permet d'accentuer très fortement la collaboration et la réactivité entre 3 fonctions cruciales dans ce sujet. La recherche et développement, la supply chain, approvisionnement et logistique, et les achats. Les discussions et négociations des acheteurs avec les fabricants doivent se faire dans une approche constructive, bienveillante, mais exigeante. Une attitude totalement agressive vis-à-vis d'un partenaire entraîne dans cette situation, la plupart du temps, des blocages systématiques. Il est important de conserver de bonnes relations, une forte proximité avec les fournisseurs pour rester un client à privilégier et à servir. Nos process également doivent être plus agiles, mais sans mettre en péril la qualité et la sécurité des produits et solutions. Nos équipes doivent être en permanence également dans l'anticipation. Les commandes sont désormais fermes à 12 mois glissants, accompagnées de visibilité donnée aux fabricants sur les approvisionnements plus lointains. C'est le seul moyen de rentrer dans les tableaux d'allocation de nos fournisseurs. Enfin, nous travaillons à améliorer la résilience de notre écosystème d'approvisionnement en composants électroniques, action à plus moyen terme. En interne dans l'entreprise, les équipes achats corporate ou catégorie manager sensibilisent les recherches et développement, les développeurs, à intégrer dès le design des cartes électroniques et produits des doubles sourcing, des doubles solutions, même si les délais de développement et frais de certification peuvent se voir alourdis. Nous cherchons également à réduire la dépendance de l'Asie par de la relocalisation partielle et raisonnée. L'étude en cours entre le Conseil national des achats, France Industrie et PricewaterhouseCoopers, dans laquelle nous nous sommes engagés, montre que quelques percées sont possibles. Si nous rassemblons nos besoins entre donneurs d'ordre, avec une approche coût total du cycle de vie et pas uniquement prix d'achat, certains approvisionnements pourraient être relocalisés. En résumé, nous n'en avons pas fini collectivement avec la crise des approvisionnements des composants électroniques. Notre plan d'action repose pour le court terme sur la communication, l'agilité des process, jointe à une gestion très claire des priorités et l'anticipation. Pour le moyen terme, sur l'amélioration de la résilience de notre chaîne d'approvisionnement par une recherche de double sourcing lors des phases de design et de la relocalisation. Merci à tous pour votre attention et bon salon. Alors pour conclure cette session d'échange sur les achats responsables, nous avons le plaisir de retrouver sur scène M. Jean-Luc Barras, qui nous rejoint, Olivier Lianzi, bien sûr, et puis M. Romain Bonenfant, directeur à la Direction générale des entreprises au ministère de l'économie et des finances. Alors, on va passer une petite dizaine, peut-être une petite quinzaine de minutes pour essayer de faire un peu le résumé de ces échanges. Notre objectif était de vous démontrer que dans tous les secteurs économiques, et on a vu l'hôtellerie, la cosmétique, la pharmacie, l'électronique, et puis en témoignage vidéo, parce qu'on ne pouvait pas faire autant de tables rondes, l'équipement électrique, l'agroalimentaire, l'achat public, la question de l'achat responsable, c'est-à-dire ces nouveaux modes d'achat qu'illustrait Jean-Luc dans son propos introductif, sont en train de se mettre en place et que clairement, ils vont amener à une recherche de production plus locale, plus responsable et donc plus locale.
peut-être première question à chacun d'entre vous, vos premières impressions après ces témoignages de manière très courte, et puis on verra des pistes de développement que l'on peut imaginer à la suite de ces premières phases, 18 mois de crise. Merci beaucoup Olivier. Je pense que ce qu'on voit, c'est quand même un changement très fort des mentalités de la part des acteurs privés dans leur politique d'achat. On voit bien que la crise a été quand même une prise de conscience sur le fait que finalement il fallait peut-être pas acheter de la même façon, sortir un peu du coût le plus faible possible et introduire d'autres critères. Et donc, on voit bien que cette politique de résilience, elle a une composante publique qui est forte. On a parlé de ce qui a été fait en termes de projets de relocalisation dans le cadre du plan de relance, avec 350 projets, aujourd'hui quasiment 650 millions d'euros d'aide publique. Donc ça met une offre sur la table quelque part, et on voit que la demande est là, il y a cette réflexion, et maintenant il faut voir comment on la concrétise. Oui, moi je voudrais souligner peut-être l'aspect... il y a une certaine fierté de voir pour moi des patrons achats se mettre en avant là-dedans et prendre le leadership nécessaire. C'est à assumer, il faut assumer qu'on ait envie de faire ça. Il y a besoin d'affirmer des convictions. Et je crois qu'on a beaucoup parlé d'analyse, beaucoup parlé de chiffres. Ils sont évidemment le support nécessaire dans ces démarches. Mais il y a besoin aussi de convictions affirmées. Et je suis content de voir que ça traverse bien les lignes, que c'est bien, que c'est assimilé, qu'il y a une vraie envie, oui. Alors cette façon de présenter les choses, Jean-Luc, m'amène à une première question. C'est que quand on a travaillé avec les directeurs d'achat sur ces sujets-là, on a rencontré, et on l'a vu là dans les témoignages, des gens très engagés, alors directeurs d'achat ou directeurs des opérations d'ailleurs, mobilisés, parfois un petit peu en avance de phase de leur entreprise. Est-ce qu'il y a un sujet de la mobilisation des stratégies d'entreprise? Comment on fait pour que ce soit intégré véritablement dans la stratégie? Parce que si ce n'est pas dans la stratégie de l'entreprise, le directeur d'achat ou le directeur des opérations, à un moment donné, va se retrouver peut-être un petit peu seul. Est-ce que tu partages ce sentiment et comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Alors c'est probablement à géométrie variable. Je pense que les acheteurs, et d'ailleurs Karine Alquecaro, la directrice achat de Legrand, vous le disiez, ce qu'elle demande à ses équipes, c'est de l'anticipation. Ils sont en permanence dans l'anticipation, il faut essayer d'imaginer les problèmes qui vont se présenter, les enjeux qui vont se présenter. Et forcément, aujourd'hui, les directions achats sont conscientes, et les chiffres leur montrent, les analyses le montrent, le poids carbone des achats importés dans une entreprise, c'est gigantesque. C'est-à-dire que si vous prenez, vous savez, il y a les 3 scopes, le 1, le 2, le 3. Le 3 qui est celui qui pèse considérablement dans les entreprises, dans le bilan carbone des entreprises. 90% c'est les achats, quoi. Alors ça dépend, c'est entre 80 et 95%. Donc ne pas traiter ces enjeux achats, ça serait une catastrophe demain. Donc ils sont totalement conscients de ça. Là, on le voit bien quand on parle en ce moment des risques d'approvisionnement, l'importance de la robustesse des chaînes d'appro. Donc les acheteurs sont peut-être dans ce sens-là en avance de phase. En même temps, je pense que les directions et les grandes directions générales ont totalement compris ça. Maintenant, comment le traduire? Par quoi commencer? Est-ce que c'est opportun de se poser la problématique de souveraineté nationale? Est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est cohérent avec sa propre stratégie d'entreprise? Toutes les entreprises ne feront pas la même chose, hein, je pense, Olivier. Il y a des entreprises qui sont des entreprises européennes et qui vont penser européennes. Et puis il y a des entreprises qui considèrent que ça a moins d'importance, cette territorialité a un peu moins d'importance. Donc c'est peut-être à géométrie variable, mais il y a besoin encore d'argumentaires, d'échanges. Et on passe dans le domaine de la conviction. Il ne suffit pas d'avoir des éléments d'analyse. Ils peuvent être parfois contradictoires. La recherche de survie, il y a eu une recherche de survie à un moment donné. On s'aperçoit que cette crise ne met pas en péril la survie de l'entreprise. En tout cas pas à court terme. Elle la met un peu plus à long terme. Et donc là, c'est un peu plus de conviction qu'il faut avoir. Les chiffres immédiats ne montrent pas tout. Effectivement, je pense que ce qu'on a vu au travers des exemples des 2 tables rondes, c'est que la relocalisation, les achats responsables, c'est une démarche rationnelle de l'entreprise en fait. C'est pas juste de l'affichage, c'est pas juste de l'optimisation par rapport à des critères environnementaux. On voit bien que ça a des bénéfices très concrets dès lors qu'on prend en compte un certain nombre de critères et qu'on se met à un niveau de raisonnement qui intègre quelque chose qui est un peu plus large que le sourcing à moindre coût. Donc il y a effectivement des acheteurs qui ont déjà cette démarche, bien évidemment, qui sont dans la logique de long terme, de résilience, d'impact environnemental, etc. C'est pas toujours le cas. Donc on voit bien que c'est une problématique qui doit remonter au niveau des COMEX
assez souvent pour qu'on intègre bien toutes ces dimensions, qu'on fasse quelque part la rationalité de cette démarche d'achat responsable. Il y a des entreprises qui mettent ça au cœur de la stratégie. On a vu par exemple la Camif qui a annoncé qu'elle ne mettait plus à son catalogue des produits sourcés hors de l'Union européenne. Donc là, ça va très loin dans la stratégie d'entreprise. En allant peut-être un peu moins loin, je pense que placer la discussion au niveau des COMEX pour intégrer un peu plus largement la stratégie d'achat dans la stratégie de l'entreprise, c'est certainement un moyen de faire émerger cette notion d'achat responsable. En termes d'outils pour mettre en œuvre cette démarche, on a des choses concrètes qui existent déjà. La charte relation fournisseur responsable, le label relation fournisseur achat responsable pour aller un peu plus loin. Aujourd'hui, il y a une 60aine de labellisés. On voit que ce sont des outils qui permettent justement aux COMEX de se servir de cette problématique et d'intégrer la problématique des achats responsables dans un contexte plus global de stratégie d'entreprise. Vous avez parlé des outils, on a parlé beaucoup du coût complet. Est-ce que c'est un outil qui est aujourd'hui accessible à l'ensemble des acteurs économiques, et je pense notamment aux PMI ou aux ETI, parce que ça demande déjà une certaine ingénierie. Est-ce que là-dessus, encore une fois, les chiffres sont quelque chose, puis après il y a la conviction et la stratégie, ça on est clair, mais il faut quand même une base un peu quantifiée d'une décision, rationalisée. Est-ce que c'est accessible à toutes les entreprises, à toutes les tailles d'entreprises? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Bon, j'ai envie de répondre non. Non, parce que premièrement, tous les contours de la taxonomie ne sont pas définis. Il y a un certain nombre de choses qui vont arriver, donc il y a des quantifications qui ne sont pas là. Les modèles se construisent. Alors certains vous diraient qu'ils en ont de très bons, mais il faut être honnête, il faut que tout ça soit parfaitement opposable. Il faut des choses qui soient certifiées. Donc ça se construit quand même. Les grandes entreprises commencent à être affranchies et investissent dedans. Un des rôles des directions achats, d'ailleurs, c'est de veiller à ce que ça puisse descendre au bénéfice de tous, au bénéfice des PME, des ETI. On sait que c'est un circuit complet, c'est-à-dire que le carbone, que même moi, je suis le directeur d'achat d'Eiffage, et même si Eiffage fait attention à ses propres émissions, il sera dépendant aussi des émissions carbone de ses sous-traitants. Donc, il doit transférer là du savoir-faire. Donc, il y a encore un travail. Là, on est encore dans ce travail-là, le travail de la fiabilisation de la mesure, de la remontée des informations. On a beaucoup d'outils, mais quand même, il y a encore un gros investissement, à mon avis, dans les mois, les années qui viennent, sur la mesure qui sera la clé pour pouvoir réellement, derrière, objectiver tout ça. Il y a probablement un manque d'outils analytiques. Aux États-Unis, dans le cadre de la Reshoring Initiative, il y a un estimateur comme ça qui a été fait. C'est certainement imparfait, donc on voit bien que c'est une démarche à décliner assez précisément, je pense, probablement en lien avec les différentes filières industrielles pour faire émerger les paramètres pertinents dans un contexte donné pour justement faire le lien avec cette décision rationnelle quand on la met dans un contexte un peu global. D'accord. Une autre question qui s'était posée, là on est sur une démarche nationale, le Conseil national des achats, l'association du CNI, Conseil national de l'industrie, enfin en tous les cas de France Industrie, du ministère de l'économie et des finances, donc on est sur une démarche nationale. Est-ce qu'il y a un espace pour faire ça au niveau régional? Est-ce que ça se décline pour, encore une fois, aller plus loin que simplement les grands donneurs d'ordre, mais aussi les petits et les moyens donneurs d'ordre pour que ça diffuse? Est-ce que vous ressentez cette demande de la part de vos interlocuteurs régionaux? Pour le Conseil national des achats, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a aujourd'hui des organisations en région qui sont actives et qui nous demandent de s'approprier la démarche, de la décliner au niveau régional. Les contacts sont pris avec un certain nombre d'instances, les préfets en charge de la relance. Donc il y a un travail qui est fait, il y a une forte envie de décliner ça. Il ne faut pas éluder que derrière cette souveraineté se cachent de temps en temps des dimensions nationales, des dimensions européennes qu'il ne faudra pas négliger, et c'est vrai, mais aussi des dimensions locales. Et ces dimensions locales correspondent effectivement à un travail qui doit être décliné localement. Et là, j'ai de très bons exemples. En Bretagne, j'interviens en Bretagne, dans la région des Pays de Loire. Je l'ai dit ici, en Rhône-Alpes ou même dans la région PACA, il y a aujourd'hui déjà des initiatives qui sont prises, des réunions programmées, des échanges et l'envie d'aller décliner ça. C'est d'ailleurs que les régions mettent en place des politiques de relocalisation en complément de celles de l'État. Donc, par exemple, la région Grand Est, la région Centre-Val de Loire font de l'accompagnement à la relocalisation. La région Pays de la Loire a mis en place aussi une plateforme de sourcing pour favoriser les achats locaux, responsables, résilients.
On a également la région Occitanie qui finance des projets de relocalisation. Donc on voit bien que cette politique, ça n'est pas qu'une politique nationale, elle se décline au point de vue des autorités publiques au niveau local. Et c'est probablement le bon niveau pour mettre en lien l'offre qui va émerger de ces démarches de relocalisation et puis la demande. Je pense que ce qui est en train de changer, c'est qu'on avait déjà une offre bien évidemment pertinente pour cette notion d'achat durable. Avec le plan de relance et ce que font les régions par ailleurs, on va avoir une offre complémentaire qui semble, comme l'étude l'a montré, correspondre à ces attentes des achats. Maintenant, il faut faire le lien entre les deux et ça peut être fait au niveau local. Les régions peuvent avoir un rôle dans ce cadre-là. On se coordonne avec les régions sur la mise en œuvre du plan de relance, sur les différents projets. Certainement sur les suites, c'est quelque chose à construire. J'aurais souligné le fait que dans toutes ces démarches, ce qui est, à mon avis, très intéressant de remarquer, c'est qu'il y a beaucoup d'humilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une envie de travailler de façon décloisonnée. Les acheteurs savent très bien qu'ils ont une maîtrise et une partie du problème, mais qu'ils doivent le partager avec les industriels, ils doivent le partager avec les directions générales, ils doivent le partager avec les politiques, ils doivent le partager avec les territoires. Et tous ces gens-là ont envie de travailler ensemble. Et ça, je trouve que c'est très appréciable. Cette crise, elle nous a quand même appris à avoir... que l'humilité, c'était une qualité nécessaire. À se rendre utile et être humble, c'est probablement la meilleure posture actuellement. Alors, et justement, dans cette ligne-là, est-ce qu'il y a un travail à faire au niveau des filières? Notre politique industrielle est très structurée autour des filières. Le Conseil national de l'industrie, une nouvelle filière a été actée lundi ici à Lyon au Salon Global Industrie. Est-ce qu'il y a une dimension là où on pourrait prolonger cet effort national, entre guillemets, où on a testé, on a des cas, mais aller plus loin avec des filières? Les filières s'engagent effectivement dans ces démarches de relocalisation. On a eu les exemples très concrets tout à l'heure de l'étude qui a été faite par le G5, de ce qui a été fait dans le domaine de la chimie de spécialité. D'autres filières ont entamé des démarches comparables, la chimie plus largement. On a parlé également des relations entre la filière cosmétique qui s'est engagée auprès des verriers. Je pense que la démarche de filière, elle est importante dans le cadre global de la politique industrielle parce que ça va permettre de dépasser ce changement très compliqué à faire dans la politique d'achat. On voit bien qu'on est dans un changement qui est un petit peu insécurisant, je pense, pour les acheteurs. Jean-Luc le dira mieux que moi probablement, parce qu'on change la façon d'acheter. On a besoin de se concentrer, comme on l'a dit à plusieurs reprises, sur les segments les plus critiques. Il ne s'agit pas de tout relocaliser, il faut avoir une approche qui est sélective. Cette notion de sélectivité, je pense que le cadre de la filière, c'est le bon niveau pour avoir cette réflexion. Ça permet de donner du confort par une réflexion collective et quelque part de partager ces éléments analytiques dont on a besoin, sur les coûts par exemple, sur ces produits qu'on veut vraiment le relocaliser et concrétiser cette politique d'achat responsable. Jean-Luc, un mot ? Oui, pour le Conseil national des achats, l'envie et ce que l'on va faire, c'est s'engager plus loin. S'engager plus loin, je l'ai dit, sur les territoires, c'est important, tu le soulignais tout à l'heure, et c'est aussi ce que l'on veut faire, mais aussi dans les filières, parce qu'à un moment donné, il faut rentrer très précisément sur des situations données, et c'est à travers les filières qu'on peut faire ça. Évidemment, on fera tout ce qu'on peut à la hauteur des moyens dont on peut se doter et on essaiera de se doter d'un maximum de moyens. Parce que l'envie, c'est d'avancer, parce qu'on a le sentiment que c'est dans les 2 années qui viennent, dans les 3 années que vont se structurer ces démarches-là et qu'elles permettront d'avoir des résultats. Très bien, il me reste 10 secondes pour conclure. En quelques mots, je dirais humilité pour avancer ensemble et collaboration. Sans doute des choses à décliner au niveau des territoires et des régions. S'appuyer aussi sur les filières, pas rester sur une démarche qui est trop générique. Et puis mobilisation des COMEX et sans doute un peu d'outils méthodologiques, même si les réponses n'étaient pas tout à fait uniformes, sur comment on discute, qu'est-ce que c'est que le TCO, comment une PME peut y avoir accès, quelle est la relation entre un grand donneur d'ordre et son fournisseur en termes de critères. Merci beaucoup de votre attention. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs.